Voilà, on va voir ensemble pendant 1 heure une astuce à utiliser en cabinet, une ou plusieurs, bien sûr, sur des sujets spécifiques. Et comme d'habitude, bah, on va débriefer sur sur ce que vous avez pu utiliser là pendant vos 2 semaines comme ça. Euh, donc, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont pu utiliser ce qu'on a travaillé euh, il y a 15 jours? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous est passé par la tête d'utiliser un peu tout ça? Oui, il y a moi. Ah, super. Bah écoute, Oui, bonjour tout le monde. bonjour. Alors, j'ai testé le lendemain. C'est vrai que les deux premiers clients, ben, c'était pas trop ça. Enfin, le corps, il répondait bien, mais il disait, je sais pas, on dirait j'ai du mal à partir. J'ai dit, OK, c'est normal. Donc, on a fait autre chose. Et puis, le troisième client, ben là, c'était un truc de fou, quoi. Ouais, Là, la dame, elle est partie vraiment, je voyais, j'observais les gestes, elle essayait de lever sa main, mais voilà, ça fonctionnait plus. Du coup, on a pu y aller très, très loin. Et puis, j'ai testé encore, tu sais, quand tu lèves le bras et tu demandes à la personne de se connecter à ce qui oui, la bien sûr. dérange, ça, que ce soit un trauma, que ce soit peu importe. Et puis, j'avais un monsieur, déjà dès le départ, il ne voulait pas me décrire, enfin, il me disait, oui, c'est très compliqué. Moi, je crois que ça vient de l'enfance, mais ça va être très compliqué. Je dis, OK, qu'est-ce qui va être compliqué? Ben, ça, il montrait avec des gestes, en fait, à côté de lui, mais il voulait toujours pas décrire. Je dis, OK, très bien. Je lui ai fait l'induction, mettre le mental en off. Le corps, il répond, mais lui, il me dit oui, je sais pas. J'ai dit ok, très bien, je fais un papillon, le butterfly. Et là, je commence à le connecter. Je dis voilà, maintenant, je vais soulever votre bras et plus je vais lever le bras et plus vous allez vous connecter. Et là, par contre, j'étais étonnée parce que son mental, il est connecté tout de suite à ce qui le dérangeait. Je ne sais toujours pas hein, qu'est-ce qui l'a dérangé, mais lui, il le sait. D'ailleurs, je trouve que c'est une façon à travailler. Finalement, ça simplifie un petit peu la tâche de praticien parce que comme ça, on risque pas de faire des projections. Hmm. Voilà, on travaille avec ce que la personne nous donne. Ouais. Donc, déjà, ça lui a fait très bizarre. Il a dit, mais je comprends pas, enfin, ça peut pas être si simple que ça. Je ne pensais pas que ça pourrait venir de là. J'ai dit, ben, en tout cas, c'est ce qui vient. Donc, est-ce que vous êtes d'accord d'aller dans ce sens? Il me dit, ah oui, oui, complètement et tout. Alors, tout ce que je sais de son souvenir, c'est que il était sur le lit et à répétition, il avait juste l'impression d'avoir une présence à côté dans son lit. Et puis, il se rappelait de rien d'autre. Et à un moment donné, quand il se réveillait, il était sous le lit. Il n'y avait pas de lumière, c'était sobre dans la pièce. Et quand je lui demandais à se connecter encore plus, il me disait non, non, mais je ne veux pas faire il ne voulait pas faire des projections alors qu'il ne pouvait pas être sûr. Je ne sais pas de quoi il s'agit, Mhm. mais il le sait. J'ai dit ok, très bien. Alors je lui ai dit voilà, et maintenant je vais commencer à descendre le bras. Et quand je vais commencer à descendre le bras, en fait, j'ai utilisé l'ancrage que tu faisais toi, D'accord. tu sais. Voilà. Parce que avant ça, en fait, je lui avais demandé un souvenir de ouf, un souvenir où il se sentait vraiment bien, fort et tout ça. Donc, j'ai ancré ça. Il me dit, OK, là, on dirait je perçois plus la même chose. La perception, déjà, elle changeait. Ensuite, je lui ai fait une petite désensibilisation avec du DTMA. Et honnêtement, très rapidement, en 20 minutes, je veux dire, je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé pour lui, mais en tout cas, il rayonnait. Il me disait déjà dans son regard, je le voyais qu'il disait, mais c'est pas possible, ça peut pas être aussi simple. Mais là,
J'ai dit, ah oui, voilà, c'est ça l'important. Enfin, dans mon sens, c'est ça l'important. Quand j'observe que la personne, ça, ça lâche, quoi. Complètement. Du coup, je sais toujours pas de quoi elle parlait, hein, Eh mais ben, lui, il le sait. écoute, pas grave, je pense. Je pense qu'on est travailler à l'aveugle comme ça m'arrive souvent aussi, de se dire on sait Ouais. même pas sur quoi on travaille et ça donne une zone de confort supplémentaire au client. Mm. Et, euh, et oui, et quelquefois ça peut être, et Bonjour. très souvent, ça peut être extrêmement simple en fait. J'ai Oui, l'impression qu'en tant que praticien, on se complique presque plus la vie que le client. On se dit mais non, ça doit être bien plus complexe que ça doit être. Mais souvent c'est extrêmement simple et c'est nos projections à nous qui complexifient tout ça. Donc, ouais, bah écoute, bah ouais. excellent, super. De toute façon, l'idée un peu de ces visios, comme tu dis, t'as pris la main qui se soulève pour faire monter l'effet comme ça. Voilà, c'était dans une des premières visios. L'idée, c'est d'avoir une sorte de patchwork, de plein de choses à utiliser, plein d'outils à combiner. Et toujours avoir quelque chose sous le coude pour utiliser ça, se dire ah ben tiens j'ai besoin d'accéder à telle chose, et ben je vais utiliser tel outil, on va voir si ça marche pas, c'est pas grave, on va aller voir autre chose, on va tester autre chose. Je pense qu'il n'y a pas d'échec possible vraiment. On est dans de l'exploration et tous ces outils-là, c'est un ensemble, Oui, un oui, ensemble. oui. Non, non, je suis absolument d'accord avec toi. Et puis, ce que j'ai oublié, je trouve que c'est important, c'est que quand je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait pour lui, il me dit, ah non, mais ça y est, là, je vois même plus le lit, je vois la porte et il y a plein de lumière. Je dis, OK, alors je me servais de ce qu'il m'a donné, en fait, hein. Mhm. Ouais, Ouais, Bonjour. et quelquefois, tu sais, le fait qu'il y ait trop d'informations, bah, il y a le mental qui va rattraper, il va se dire, mais non, c'est trop simple, c'est ça. Alors, ouais, voilà, c'est bien. Moi, j'ai souvent des clients qui reviennent en deuxième séance, qui se sentent beaucoup mieux, et ils me disent, ah, mais je sais pas ce qui s'est passé, c'est extraordinaire, machin, et ils me disent, non, non, je veux pas savoir, en fait, mais je suis bien capable de leur dire aussi exactement ce qui s'est passé en réalité. Je fais ouais. semblant, hein. Je dis, ouais, non, mais on va laisser ça comme ça, mais voilà, il se passe des choses, on ne sait pas vraiment à quel niveau hein, dans notre cerveau, mais quelquefois il y a des choses qui switchent, et c'est tant mieux, et c'est comme ça. Donc, bah, super, bravo. Et comme tu disais tout au début, voilà, c'est que tu l'as fait avec des clients avant et ça prenait pas aussi bien. Et justement, voilà, le but c'est d'avoir un éventail de choses à proposer, Oui. un éventail, et ça passe mieux avec certains clients, avec d'autres c'est moins bien. C'est voilà, c'est exactement l'idée qu'il faut garder. Très bien, bah, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre à... Ouais, Marie-Hélène? Oui, alors moi je voulais dire que moi ce qui m'aide énormément, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est se dire que finalement on ne peut pas rater, il n'y a pas d'échec et comme on a un tas d'outils, finalement si un truc ne fonctionne pas, on peut très vite rebondir sur autre chose, hein. C'est Et en ça. fait on n'est jamais, enfin, moi je trouve qu'avec ce patchwork justement, eh ben, si ce truc-là ne fonctionne pas, c'est pas grave, on passe à un autre, hein. Mhm. D'emblée, j'ai dit de toute façon, vous allez partir en hypnose, de toute façon c'est sûr, mais on a mille et une façons d'y aller. Et donc, moi, j'ai plein de choses. Et si un truc ne fonctionne pas, et ça enlève tout, enfin, j'ai aucun stress, aucun. Voilà. Si un truc ne fonctionne pas, je sais que j'ai autre chose. Et si ce truc-là ne fonctionne pas, c'est pas grave, c'est encore autre chose. Et Exactement. finalement, tous ces petits tips, c'est ça, je trouve que ça enrichit vraiment la pratique et ça nous décomplexifie, en tous les cas moi, dans ma posture de praticienne. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup parce que c'est vraiment ce que j'essaie d'apporter. C'est euh, j'ai pas vraiment de notion d'échec justement avec le client. Je me dis on teste, on a plein de choses et je pense plus on va sortir des protocoles vraiment établis, tout ça, où on se dit bah il faut aller d'un point A à un point B et pas lâcher. Et moi, on est flexible justement là-dedans. Moi, on peut utiliser, de se dire tout de suite, là, on sent que ça prend pas. En tant que praticien, on sait, on se dit là, il y a un truc qui part de travers. Pas grave, j'ai ça à côté, ça va vous convenir beaucoup mieux. Et sinon, ce sera ça. Et c'est pas grave. Il y a plein de manières d'y accéder. Que ce soit pour les inductions ou pour le travail en hypnose, les phénomènes hypnotiques qui vont servir. Donc voilà. Euh, D'autres personnes qui ont envie de parler de ce qu'ils ont Moi, pu... je veux bien, bonjour. Bonjour. Juste parce que c'est la première fois que je vous rejoins. C'est une amie Hypno qui m'a envoyé le lien du Zoom. Du coup, je suis
praticienne en hypnose depuis plusieurs mois, mais du coup, je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous faites référence à votre patchwork, etc. Donc, vous êtes un groupe constitué depuis longtemps. Alors, je débarque. Je vais te présenter un peu. Ça fait quelques mois que je propose ces visios. Elle est dans l'eau? Et c'est pour un peu amener mes techniques. En fait, j'ai sorti 2 livres qui s'appellent Dans la tête d'un praticien. Et j'ai eu beaucoup de questions par la suite pour savoir comment je faisais pour avoir quelque chose de fluide et détaché comme ça en cabinet. Donc j'ai décidé de mettre ces visios en place pour essayer de transmettre les petits outils que j'ai à chaque fois concoctés en cabinet pour travailler avec mes clients. Et, et voilà, et du coup, ça fait, je sais pas, ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait peut-être 2, 3 mois qu'on fait des visios régulièrement, où le but, c'est de montrer une astuce, montrer quelque chose, une manière de travailler, un outil, et 15 jours plus tard, on débriefe sur ce qui s'est passé, sur les personnes qui ont essayé de l'outil en séance, et après, on passe à un autre outil, toujours comme ça, d'accord? Bonjour madame. Voilà, l'outil de la semaine dernière, c'était une induction qui aide Ah oui, tout va bien. Oula. qui aide à mettre le mental sur off, si tu veux. Donc c'est une image, hein, c'est une métaphore, mais vraiment que la personne soit coupée de ses pensées pour pouvoir accéder à d'autres informations. Donc il y a des replays hein, aussi, il y a plein de replays. Cette semaine, Internet... Cette semaine, j'ai refait... Comment on fait pour avoir accès à ces ressources au nom de votre livre, etc. C'est quelque part... Alors, normalement, sur le lien où tu as trouvé le truc, il y a les infos du livre, il y a le lien sur mon site où j'ai regroupé tous les articles et toutes les visios qu'on a déjà faites ensemble. Voilà, donc il y a tout, il y a de quoi regarder, il y a de quoi s'amuser. Et il y a les dates de formation aussi. Donc, je sais pas, pour ceux qui étaient intéressés, qui m'ont demandé la semaine dernière, qui ne pouvaient pas au mois d'août, j'ai rajouté une date le 28 et le 29 octobre à Saint-Étienne. Donc, j'ai rajouté une date de formation pour les phénomènes hypnotiques. Je vais bientôt fermer les inscriptions pour le 21 et le 22 août pour ça. Il reste des places pour le 23-24 pour la formation tabac. Donc je vous donne les dates, vous les retrouverez, de toute façon je les remettrai. Mais si ça vous intéresse d'aller plus loin, parce que c'est clair que là on est en visio, donc c'est super sympa. Mais si vous voulez aller plus loin, parce que c'est 100% pratique, les stages que je propose, n'hésitez pas, posez-moi des questions, regardez ce que j'ai mis, il n'y a pas de souci. Donc comme je vous dis, bientôt clôture pour le 21-22 août, les nouvelles dates, 28-29 octobre, et la formation tabac 23-24. Donc il se fait dans le prolongement de phénomènes hypnotiques. Voilà. Donc si quelqu'un veut encore parler, c'est le moment de ce mental off qu'on a testé ensemble. C'est OK pour tout le monde? On peut passer à la suite? Oui, René? Je voudrais simplement dire quelque chose. En fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on met le mental off et du coup, à la fin, quand le mental est off, il arrive quelque chose. Et c'est ça qui est un peu surprenant. Moi, je l'ai fait avec une personne, le mental était off et il lui a réapparu un événement qu'elle avait vécu dans la journée. Il n'y avait plus rien autour et l'événement s'est retrouvé complètement isolé, complètement seul. Plus mélangé avec toute la vie qu'elle pouvait avoir autour. Bien sûr, voilà. Et vous pouvez suggérer à la personne aussi que dans un moment, le mental sera off, et quand le mental est off, c'est plus la même partie du cerveau qui répond. C'est plus, on peut parler de conscient, d'inconscient, cortex préfrontal, cortex cingulaire antérieur. Vous voyez bien avec votre client ce qui va le plus parler, mais lui dire, déjà suggérer ça, ce sera plus du tout la même manière de répondre. Que là, il peut encore avoir des je sais pas, par exemple... cette peur, c'est comme quoi, vous savez, les questions un peu clean language, comme ça, qu'il y a une manière de répondre qui va être plus intellectuelle, plus réfléchie, et que dans un instant, avec le mental off, justement, avec ces pensées qui sont posées, ce sera quelque chose d'autre qui va émerger. Déjà, mettre sur la voie de ce truc-là, et souvent, c'est très, très, très étonnant, les réponses qui sortent. De ça, c'est... Ouais, c'est surprenant, et quand le mental est off comme ça met le focus sur quelque chose. Et du coup, ça le met vraiment en valeur et on peut travailler là-dessus et continuer la séance de façon complètement différente, en fait. Ouais. Et je vous avoue que cette technique-là, je l'ai fait un peu par désespoir une fois pendant une séance où je me suis dit, fou, je m'en sors pas.
Et je vais tester ça, tiens, je vais essayer de couper toutes les pensées, au moins la personne se sentira mieux. Oui. Et quand j'ai relancé le questionnement à ce moment-là, bah, ça a donné vraiment des réponses. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, hein, pour ceux qui veulent revoir il y a toutes les visios, tous les replays. Donc, mais voilà, genre, je parlais de certaines séances, ça donne des choses extraordinaires, hein, vraiment super intéressantes. Et souvent, même le client est hyper surpris, comme tout à l'heure, ce que tu disais, hein, qui a retrouvé des choses quand il était dans son lit, tout ça, des choses où il n'y avait pas accès normalement. Voilà. Très bien. Euh, voilà. Et de toute façon, si quelquefois vous voulez revenir sur d'autres visios, on pourra faire dans un moment une visio peut-être un peu globale où on reprend tout ce qui s'est passé, enfin tout ce qu'on a vu comme exercice et reprendre un peu comment vous avez réussi à les combiner. Parce que tout ça, voilà, c'est des choses qu'on combine entre elles pour donner quelque chose, hein. Comme Marie-Hélène, tu disais tout à l'heure, c'est plein de petits trucs qu'on va chercher à droite à gauche. Ça passe pas, bah, je vais switcher sur ça ou sur ça. Et ça enlève beaucoup la notion d'échec en tout cas. Alors, le sujet aujourd'hui, bah, c'est les phobies, et plus précisément, bah, comment travailler avec l'hallucination sur les phobies. Donc c'est pareil, quelque chose que j'ai testé. Donc on va refaire un petit point sur les phobies. J'ai mis un article il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, un peu, voilà, qui retraçait ça pour qu'on ait déjà un peu les infos. Donc c'est sur les phobies simples. Quand je dis les phobies simples, je parle des phobies avec déclencheur unique. Vous savez, les gens qui vont devenir fous quand ils vont voir une araignée, ils vont voir un pigeon, ils vont voir des choses comme ça. Un chien, la phobie des chiens, les phobies de... Donc je pense que vous avez tous eu déjà des clients qui sont venus avec cette demande. Voilà, là par exemple, leur mental, l'intellect vraiment est pas accessible. Quand on leur met une araignée sous les yeux, quand on leur met quelque chose, on va prendre l'exemple de l'araignée hein, pour rester là-dessus. Vous mettez une araignée devant quelqu'un ou une abeille, euh, et donc, hop, et vous leur mettez une araignée sous les yeux et ils vont commencer à perdre le contrôle. Ça veut dire que vraiment, ils n'ont plus accès à leur intellect pour se dire non, mais c'est qu'une araignée, il n'y a pas de problème. C'est que la peur est tellement grande et disproportionnée bah, que ça va les faire complètement perdre les pédales. Que ce soit les abeilles, les choses comme ça, on a tous vu des gens comme ça et peut-être vous, parmi vous, il y en a qui sont qui ont ce genre de peur. Donc c'est cette peur-là dont on va parler. Donc avec juste un déclencheur unique. Parce qu'il y a des phobies où, voilà, ça va être par exemple l'agoraphobie qui va se mettre dans plein de contextes différents, qui va faire un peu de tache d'huile. Là, on va rester sur quelque chose d'assez simple, peur des chiens, peur de... Voilà. Et ce qui fonctionne le mieux dans ce style de choses, en tout cas pour moi, bah, et depuis longtemps, c'est un peu ce qu'on fait en psychologie, tout ça, mais c'est l'exposition progressive. Donc ça veut dire qu'on va confronter progressivement, vraiment progressivement, la personne à son déclencheur. Voilà, si elle a peur des araignées, bah, il va falloir lui exposer l'araignée tout doucement. Donc déjà, euh, bah, là, j'ai fait des séances que je suis en train de filmer, j'en ai passé une avec des chiens, par exemple. Il y a une jeune fille qui est venue me voir pour la peur des chiens, voilà, parce que elle a toujours eu peur des chiens, on ne sait pas pourquoi. Le pourquoi, je pense que ça sert à rien d'aller le chercher, vraiment. Je pense que c'est pas utile. On a toujours un peu cette idée de se dire qu'on va aller chercher vraiment la source de tout ça. Là, je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux aller chercher sur le symptôme, mais vraiment. Euh, Là, bah, par exemple, la peur des chiens, elle se baladait dernièrement avec ses parents en forêt, et il y a un chien qui est arrivé sans laisse, et elle s'est jetée dans un fossé qui était assez profond, elle s'est mise dans les ronces, tout ça, enfin voilà, c'était vraiment une catastrophe, donc elle s'est dit, je veux changer, je veux agir sur ça. Donc le but pour confronter quelqu'un, que ce soit les araignées, les abeilles, les chiens, on va lui mettre bah, le déclencheur unique, mais de manière très très progressive. Surtout jamais je vais dire jamais sortir un chien de son tiroir en cabinet, mais c'est compliqué à faire aussi. Mais par exemple, lui mettre une araignée sous les yeux, lui mettre quelque chose, non, ça va être une mauvaise idée, mais y aller progressivement. Alors par exemple, y aller progressivement pour les araignées, on peut se dire juste un dessin d'araignée, vous voyez, un truc, un dessin d'enfant presque d'araignée, comme celui que j'ai mis pour la visio. Et vous allez voir que quelquefois, même un dessin un peu cartoon de l'araignée comme ça peut leur faire peur. Déjà, dans un premier temps, juste évoquer l'araignée. Vous savez, vous m'avez parlé de cette peur de l'araignée. Souvent, les gens vont commencer à avoir des choses, des tics nerveux, des choses qui vont les faire monter. Donc voilà, le but de tout ça,
ça va être de les exposer progressivement. Donc, un dessin d'abeille, par exemple, pour ceux qui ont la peur des abeilles, un dessin d'abeille, une photo. Approcher la photo progressivement. Avoir par exemple une abeille morte dans une petite boîte, vous savez, un petit truc pour la présenter au client. C'est voilà, à chaque fois on va aller dans la surenchère comme ça, jusqu'au moment où la personne va pouvoir toucher ou faire quelque chose. Le but c'est pas de lui dire à quelqu'un qui a peur des araignées, tu vas être super pote avec les araignées. Non, mais par contre tu auras plus cette peur qui monte et qui est incontrôlable, qui peut faire des bêtises, hein, qui peut se faire traverser une rue. Donc tu peux pas. Voilà. Donc ça, je pense que vous connaissez un peu tous ce côté voilà, approché comme ça, mais c'est plutôt l'hypnose, comment on va se servir de notre outil à nous, hein, qui est l'hypnose, pour faire ça. Alors je pense que vraiment, il faut prendre le temps d'installer un bon état d'hypnose et surtout de faire un ancrage positif qui va créer une réinduction. Donc on avait parlé des ancrages, de tout ça. Créer un ancrage positif qui va contrebalancer quand on va l'exposer à cette peur. Donc, remettre la personne dans un moment intense. Je parle pas juste d'un moment de plaisir où c'est cool, où c'est sympa. Excuse-moi, Jérémy, est-ce que c'est possible de couper tous les micros de ceux qui n'interviennent pas, s'il te plaît, pour pas qu'on ait de bruit parasite? Oui, alors attends, j'avais trouvé comment faire, mais Et je peux pas t'aider sur le comment, mais je pense que ça ah, serait bah, chouette. non, mais tout le monde l'a trouvé. Merci. T'as mis un coup de pression là dans la. Tout le monde vient de le faire. Ok, ouais, bah si vous pouvez couper vos micros, bah là c'est bon. Hop, tac. Il y en a plus que 2, 3 à couper. Très bien. Merci. Ouais, c'est vrai que c'est plus calme du coup. Donc voilà. Oh, il y a des résistants, disons. Paf. Il y a un micro que j'arrive pas à couper. Ça se fait pas. Voilà. Très bien. Donc faire un ancrage positif. Quand je parle d'ancrage positif, je veux pas dire un truc juste sympa, juste un moment, oui, là je me sens bien. C'est vraiment quelque chose qui amène plutôt un sentiment d'adrénaline à la personne, vraiment un moment super bien. Comme exemple, chez les jeunes, là par exemple, ce que je vois, c'est quand ils sont avec leurs amis, qu'ils ont vraiment un truc où ils passent un bon moment, souvent c'est pas mal ça. Parce qu'on se rend pas compte, mais chez eux, ça déclenche un truc très fort, vraiment. Un ancrage très fort de bien-être. C'est souvent ça qui ressort. Après, ça peut être une personne qui pratique un sport, par exemple. Quelqu'un qui est vraiment, quand il pratique son sport et qui sent vraiment bien, qui sent vraiment les montées d'adrénaline, tout ça, on lui demande de se reconnecter à ça. Donc sous hypnose, et on fait monter. Donc, bah, faire monter, vous savez que moi, c'est un peu toujours le même truc. Faire monter la main, par exemple. Vous allez vous reconnecter à cette sensation et on va monter, monter, monter de plus en plus. Vous êtes à combien maintenant sur ce sentiment de, je sais pas, moi, de faire du ski ou quoi, la personne qui est vraiment bien là-dedans, bah, je suis à 8 sur 10. Ok, on va monter à 12 maintenant, de plus en plus. Prenez une grande inspiration, connectez-vous à ça. Et après, moi, je fais toujours mon petit ancrage ici, hein, au niveau de la main, ici. J'appuie et allez-y, inspirez à fond et sentez ça. Et on teste après. Il faut vraiment être sûr qu'on a cet outil-là sous la main. C'est-à-dire qu'après, on sort la personne de l'état d'hypnose, ouvrez les paupières. On lui demande, donc sortie, et on lui demande de se reconnecter à ça, juste en prenant l'ancrage, faire une grande inspiration à la personne, et on la replonge. Normalement, si on a bien fait notre ancrage qui est assez fort, ça replonge même la personne dans l'état d'hypnose. Prenez une grande inspiration, et laissez les paupières se fermer complètement et replonger dans cette sensation. Vous êtes en train de blablabla. Est-ce que c'est clair pour vous à ce niveau-là? Ouais, c'est OK. Donc on replonge là-dedans. On s'assure que vraiment, rien que la sensation de cet ancrage va remettre la personne dans quelque chose de très fort instantanément. Si c'est moyen, si c'est ouais, je le sens à peu près, il vaut mieux le retravailler. Il vaut mieux prendre une séance complète pour installer quelque chose de fort, j'ai envie de dire, je l'ai déjà fait, plutôt que d'avoir un truc moyen qui ne saura pas faire barrière par rapport à la phobie qu'on va faire, parce qu'on va la confronter à quelque chose qui est vraiment énorme, hein, quelque chose qui est une peur énorme pour elle. Voilà. Jérémy, Oui. excuse-moi, quand tu dis que si c'est moyen, il faut continuer à le travailler, même on peut prendre 1 heure, comment tu peux faire pour faire travailler 1 heure une personne là-dessus
parce que j'ai vécu aussi des difficultés. Pour moi, 1 heure, je me dis, je vais gaver la personne. Enfin, en plus, je pense que c'est vrai, je l'ai vécu, quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais pour que ça devienne quand même un peu attrayant, que de faire focus, si tu veux, sur une augmentation de cette sensation qui a de la difficulté à venir. Mmh. Bah, tu la travailles. Je pense que vraiment travailler, donc déjà, au niveau inductif, être sûr que la personne soit vraiment dans quelque chose de fort, tu vois, où elle a accès à plein de choses. Ce qui va faire que son ressenti, si elle te donne quelque chose qui est vraiment fort pour elle et qu'elle n'arrive pas à le refaire, à le revivre intérieurement comme elle aimerait, bah, je pense qu'il faut vraiment travailler tout ce qui est sensoriel au niveau de ton induction. Tu fais l'induction et après, au niveau du travail que tu vas faire, vraiment tester des hallucinations positives, tester des hallucinations gustatives, tester tout ça, tu vois, tester toutes ces choses, dire tu vas te reconnecter, mais à 100% que tout le corps réponde à ce qu'on lui propose. Et donc, comme un jeu, tu sais, tous les jeux qu'on peut voir en street hypnose, toutes ces choses-là, où on a accès facilement, finalement, à toutes ces choses-là. Donc, amener la personne à vraiment, sur tous les canaux, vivre cette sensation-là. Tu vois ce que je veux dire? Je, je t'entends pas par contre. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens de moi, on avait fait de la street ensemble à Oui, bien Nice sûr. lors de formation. Ouais. Mais si. Autant, si tu veux, autant les hallucinations en street, oui, en cabinet, pour moi, enfin, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Alors, C'est pas aussi évident que ça. attends, justement, après, je parle des hallucinations. Je vais donner 2-3 tuyaux pour que ce soit moins compliqué. Normalement, tu vois, si tu arrives à les faire en street, en cabinet, tu as une zone de confort supplémentaire. Tu as 1 heure avec ta personne, donc moi, je le vois comme ça, en tout cas. Je me dis, quand je faisais de la street avant, enfin j'en fais encore de temps en temps, mais quand je faisais que de la street, c'était quelque chose où je me disais, ouais, il y a plein de contraintes quand même, il y a du monde, on peut pas accrocher tout le monde comme ça. Et en cabinet, je me suis dit, ma première séance en cabinet, je me suis dit, waouh, la zone de confort, elle est géniale, je suis juste avec la personne. Tout ce que je peux faire, je peux lui donner maintenant comme ça. Donc, orienter ça, déjà pour nous, en tant que praticiens, c'est important, je pense, de voir ça comme ça. De se dire, en fait, c'est une zone de confort incroyable, le cabinet, par rapport à la rue. Alors, si tu veux, moi, je le vois différemment parce qu'à la rue, tu choisis quasiment les personnes. Ça marche pas, paf, tu prends quelqu'un d'autre. En cabinet, Ah oui, bien sûr. il n'y a pas le côté spectaculaire, il n'y a personne pour regarder, il y a toute une ambiance qui est complètement. Tu vois, l'histoire de la zone de confort. Je respecte ce que tu dis, ce que tu vis, Oui. c'est pas vrai. Mais moi, je me trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand tu es dans un street, en street, tu le sais très bien, il y a le côté spectacle, la personne, du coup, il y a une sorte de suggestion indirecte de il faut que ça marche, etc. En cabinet, le contexte est vachement plus compliqué. Moi, je le vis comme ça, en tout cas. D'accord, ok. Bah, je pense, tu vois, je me suis jamais posé ces questions-là dans ce terme-là. Pour moi, ça a été toujours la même chose. Je me suis dit, je suis capable de faire ça, de faire vivre ça à quelqu'un. Donc voilà, tous les contextes sont bons pour le faire, tu vois. Que ce soit en cabinet, en formation, euh, je pense que c'est un détachement que j'ai, moi, par rapport à ça, où je me dis, c'est ok, j'y vais, ça passe pas, c'est pas grave, je vais tester autre chose. Si vraiment, je te dis pas d'avoir absolument une hallucination, d'avoir absolument un truc, c'est je teste, je reteste, et au bout d'un moment, tu sais, ça marche quand même, hein. Impliquer le client dans ce qu'on est en train de faire, mais je pense que je ferai une visio vraiment spécifique pour ça, tu vois, pour ce déblocage-là, pour essayer de voir ce qui fait que bah, je me sens libre de faire la même chose dans les deux contextes. Je pense que c'est parce que, tu sais, j'ai pas eu, au départ, j'ai pas eu de grosse formation, tu sais, comme large, comme des Là, trucs. je sais, on en avait Ouais, discuté. bah, on en avait discuté ensemble. J'ai vraiment, j'avais peu d'outils à la base pour faire des séances, et par contre, je les ai poncés, les outils, hein. Je les ai exploités dans tous les sens, et je voulais que ça passe absolument. Vu que j'avais pas à l'époque un éventail énorme de trucs, je me dis, bah écoute, là, il faut que ça marche, quoi. Il n'y a pas le choix. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée-là. Mais dans 2 minutes, je vais te parler un peu des alus et peut-être des moyens pour les déclencher un peu plus facilement. Ok? Voilà. Donc bah, l'ancrage positif, c'est quelque chose qui est reconnecter la personne sous hypnose à un moment positif et faire monter un peu, vous savez, moi je vois ça un peu comme euh, un jeu vidéo, vous voyez, dans Mario Kart, ils ont tous les barres de vitesse, de machin, de trucs, et ben c'est essayer de faire monter dans chaque barre un peu
avoir quelque chose de performant. Et il y a des trucs où on n'accédera pas facilement. Il y a des gens qui accéderont pas facilement à certaines choses, mais c'est pas grave. Il y en a d'autres où ils vont être super pertinents. Donc essayez de faire monter dans tous les sens tout ça pour avoir vraiment, vraiment un ancrage positif. Quand vous allez prendre la personne la main de la personne, ça va être vraiment quelque chose de fort qui va la replonger instantanément dans sa sensation et même ce sera une induction pour elle. Donc vraiment prendre le temps de faire ça et, comme toujours, je pense qu'il faut être congruent dans ce qu'on propose. Nous, il faut qu'on sente qu'on est impliqué là-dedans. Quand je dis à la personne, et maintenant vous allez vous replonger là-dedans, ça va être, prenez une grande inspiration et sentez que, voilà, ces trucs-là, je porte un peu ce qu'elle est en train de vivre. Souvent, même moi, je suis super boosté dans des moments pareils parce que je le vis un peu avec elle. Donc c'est ok là pour cette histoire d'ancrage pour tout le monde. C'est quelque chose que j'imagine vous faites assez souvent pour d'autres choses. Et là, moi, un petit truc que j'utilise, et c'est un peu par hasard que j'ai fait ça. Vous savez, j'utilisais un peu pour confronter la personne, je prenais mon PC ou un livre avec des photos avec le déclencheur et je le mettais loin et je mettais la personne loin de la source de peur. C'est-à-dire que tout au bout de mon cabinet, je mettais mon PC avec une vidéo, par exemple, de quelqu'un qui est en train de se faire vacciner, ou d'une araignée, ou de machin, donc du déclencheur, et je faisais avancer la personne progressivement. C'est-à-dire que je lui faisais faire un pas vers la source, et au moment où la peur commençait à monter, je prends la main, je prends l'ancrage, je prends une grande inspiration. Replongez-vous maintenant dans votre situation agréable. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est un peu commun, quelque chose qu'on retrouve souvent. Il y a Jordan Véro qui a fait une vidéo complète sur le sujet, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne, où vraiment il explique cette manière de faire. Et par contre, au bout d'un moment, je me disais, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai pas de fauteuil avec des roulettes dans mon cabinet. J'ai juste des chaises qui se déplient. Et c'était un peu compliqué de faire avancer la personne. Je me dis, ah, là, avec une chaise à roulettes, c'est sympa, on l'avance, j'ai peur, on ancre, on avance encore, j'ai peur, on ancre, vous voyez. Et j'y allais progressivement. Après, progressivement, ça peut être aussi, vous savez, si vous prenez un PC, par exemple, pour lui montrer sa peur, ça peut être mettre une toute petite, réduire la miniature, enfin, l'image ou la vidéo qui est en train de tourner, et on va la grandir, ouais, exactement. Donc, et on va grandir ce truc-là. Et moi, j'ai des gens après qui touchaient l'écran, par exemple. Et, là, ce que je me suis dit, c'est je dis, bon, on va éviter de trimballer mon client de droite à gauche dans le cabinet, de la faire avancer, reculer. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de tester, de la faire halluciner. En fait, lui redonner la main pour plusieurs raisons. Pour ça. C'est-à-dire que je me suis dit, on va brouiller le visuel de la personne et faire une sorte de levier qui va permettre de refaire la pointe tout doucement, refaire la mise au point de la vue. Alors, ça semble un peu tordu vu comme ça. Donc il y a plusieurs manières d'y accéder. Moi, mon idée, c'est que si la personne a elle-même un levier, quand elle monte ou elle descend la main, ou elle serre ou desserre le poing, et qu'en même temps c'est relié à la vue qui va se mettre bien focus sur ce qu'elle regarde, ou se brouiller, ça va être quelque chose qui va être intéressant, parce que c'est la personne qui le fait elle-même. C'est pas moi qui viens faire actionner ça, avancer ou reculer. Donc il y a une sorte de prise en main par rapport à sa peur. Donc je m'explique. Pour créer ce trouble dans la vue, en réalité, est-ce qu'on est vraiment dans une hallucination visuelle positive ou négative, ou est-ce qu'on est dans une sorte de catalepsie, de loucher, vous savez? Je suis pas sûr. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a peut-être ce côté-là aussi, plus qu'une hallucination. Donc ce que je propose à la personne, pour y aller progressivement, je la mets en état d'hypnose, elle a les yeux fermés, et je vais lui dire, vous savez, dans un moment, vous allez ouvrir les paupières et vous allez voir que tout va être beaucoup plus lumineux. Le carrelage, en fait, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cabinet, vous allez voir que la source de lumière, elle va changer. Ça va être beaucoup plus lumineux et ça va vraiment changer votre perception. En fait, là, c'est un peu à l'heure hein, ce que je lui donne. Je fais fermer les yeux à la personne pendant un certain temps. Quand elle va ouvrir les paupières, forcément, elle va être un peu éblouie. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais lui faire, par exemple, fixer le carrelage qui est blanc, et je vais lui dire, il va être beaucoup plus lumineux. Bah oui, il y a des chances pour que ses yeux se soient habitués au noir des paupières, et quand elle va ouvrir les paupières, elle va être éblouie un peu par le carrelage. Seulement, quand on donne
une perche comme ça, en fait, c'est un facilitateur, hein, tout simplement. Je parlais avec Jordan il n'y a pas longtemps, là, ce week-end, et il me disait qu'il y avait un hypno qui jouait avec des cartes comme ça. Des cartes à jouer, vous savez, et il les présentait au client, et juste avec l'inclinaison, en fait, c'était des cartes truquées qui changeaient la couleur. La couleur changeait par rapport à l'inclinaison de la carte. Et donc, il montrait ça à la personne. Fermez les yeux, quand vous allez ouvrir, elles vont changer de couleur. Et lui, il avait juste à incliner légèrement la carte et la couleur était changée. La personne se disait, waouh, je suis en train d'halluciner. À partir de là, elle mord à l'hameçon, en fait, j'ai envie de dire, et elle va intégrer en elle que oui, l'hallucination est en train de se passer en hypnose. Donc là, on peut passer sur de la vraie hallu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un leurre, c'est quelque chose, c'est comme les doigts collés, vous savez, quand vous faites les doigts collés avec une personne, au début, les doigts qui s'approchent, c'est physiologique, c'est quelque chose qui se passe normalement. Donc c'est du même ordre. Jérémy, je peux te poser une question? Oui. Comment tu... comment dire, en tant qu'accompagnant, comment tu peux questionner la personne pour savoir si c'est au niveau imaginaire ou si c'est réellement une hallu comme en street ou en spectacle? Moi, tu vois, c'est toujours pareil. Oui. Bah alors, je vais te dire, ça m'intéresse pas tellement. C'est le résultat qui m'intéresse. Si je commence à la questionner là-dessus, elle va se dire, mais il n'est pas sûr de ce qu'il me demande ou quoi? Ou non, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Tu vois, je sais pas vraiment. Par exemple, quand je dis à la personne, vous allez ouvrir les paupières et ça va être plus lumineux, allez-y tout doucement, vos paupières vont s'ouvrir lentement et vous allez voir que ça va être plus, ça va vous éblouir. Oui, si elle me dit oui, ça va éblouir de plus en plus, ok, prenez une grande inspiration. Bah, je lui demande, c'est comment? Ah bah c'est plus lumineux. Ok, c'est plus lumineux, prenez une grande inspiration. La prochaine fois que vous allez ouvrir les paupières, vous allez sentir que votre vue va être brouillée. Vous savez, comme quand on louche, comme quand on... Je peux amener des idées comme ça. Vous voyez? Donc ça, comme quand on louche, la personne va l'intégrer. Pour moi, les phénomènes hypnotiques, c'est comme quand on fait quelque chose comme ça, quand il se passe ça. Vous savez, une catalepsie, bah c'est, tu sais, comme quand tu es sur une terrasse de café et puis il y a quelqu'un qui passe que tu connais, tu te retrouves avec ta tasse comme ça, c'est une catalepsie. Ça permet que la personne l'enregistre bien dans sa tête l'effet que ça donne. Une amnésie, tu sais, c'est comme quand tu cherches, et ça on le fait beaucoup en street, hein. C'est comme quand tu es en train de chercher le nom d'un acteur et ça revient pas, et tu cherches et tu cherches et tu cherches et ça vient pas. Voilà, la personne se connecte plus à la sensation qu'elle a déjà connue. En réalité, je pense pas qu'il y ait une amnésie, hein. On en a déjà parlé la dernière fois, mais c'est pas une amnésie, c'est juste un petit trou de mémoire comme ça, une sensation d'oubli parce que le cerveau est occupé à autre chose. Ben là, c'est la même chose. C'est comme quand tu louches où, tu sais, la vue va être brouillée complètement. Tu vas ouvrir très progressivement les paupières et ta vue va être brouillée. On lui amène ça. Elle ouvre les paupières. Oui, là, c'est brouillé, c'est flou, c'est brouillé. Vous pouvez donner un panel de choses, hein, qui parlent à la personne comme ça. C'est brouillé, c'est flou. Ok. Et maintenant, tu vas sentir que quand je vais prendre ta main et que je vais la soulever, ça va être de moins en moins flou. Tu vas retrouver une mise au point et vous testez ça avec la personne. Voilà. Quand tu soulèves comme ça va être de moins en moins flou. Ok, et vous testez ça. On abaisse, ça redevient flou, ça s'enlève. C'est des phénomènes qu'on peut utiliser en street, vraiment, avec une personne en 2 secondes. Pour ceux qui font de la street, vous avez déjà fait des trucs bien plus extraordinaires que ça. Voilà. Donc ça, à tester. Mais tout doucement, vous voyez, je suis allé graduellement, juste avec mon petit leurre du départ, du carrelage ou du mur, si vous avez un mur blanc ou quoi, et que vous dites à la personne, vous suggérez à la personne qui va être plus lumineux, il y a une chance sur 10 qu'elle vous dise non. La plupart du temps, c'est oui, parce qu'elle avait les yeux fermés tout le temps avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, à partir de là, la personne a pris dans l'idée que oui, elle était en train d'avoir une modification visuelle à ce moment-là, donc on lui amène ce flou. Maintenant, la prochaine fois que tu ouvriras les paupières, tu sentiras ce flou qui va arriver, et souvent, vous allez voir, la personne, quand elle ouvre les paupières, elle se prépare à ce flou. Ses paupières elle les ouvre différemment, elle est comme ça, et ah oui, c'est flou. Ah oui, c'est sûr, tu les as ouvertes vraiment d'un micro, d'un millimètre, donc oui, ça va être flou. Ouvrez tout doucement les paupières et ce flou va s'installer. Vous voyez ce qui se passe? Très bien. Et tout ça sous hypnose, hein, bien sûr. C'est quelque chose qu'on va amener en hypnose, hein, voilà. Une fois que vous avez ce flou, que vous avez lié ça, l'idée c'est de le lier, comme on avait vu dans la première visio, avec la main qui monte ou qui descend. Ça peut être une main qui se ferme, qui s'ouvre. À vous de trouver ce qui va faire ça. Vous donnez à la personne, tu vas tester maintenant. Quand toi, tu vas lever la main, ça va être de moins en moins flou. Quand tu vas abaisser la main, ça va redevenir flou. Ou inversement, vous voyez, c'est vous qui trouvez votre tambouille avec ça. Peu importe.
il faut que la personne s'engage là-dessus. Il faut qu'elle teste plusieurs fois. Souvent, elle va vous dire ah oui, oui, c'est fou. Ah, mais c'est dingue, c'est ça. Elle va s'amuser de ça. Elle va trouver ça sympa ou non. Il se peut que ça marche pas. Si ça marche pas, on rebondit sur autre chose, comme on disait tout à l'heure. C'est l'avantage d'avoir un éventail d'outils comme ça. Mais ça prend quand même beaucoup de fois. Je vous mettrai des vidéos que j'ai pu faire en cabinet ou en formation où je vous montrerai un peu comme c'est facile d'amener ça en réalité. Le tout, c'est toujours être congruent. Si on le suggère à moitié, si on dit peut-être ça va devenir un peu flou, ou je ne sais pas, ouh là là, les je ne sais pas, hein, ça il faut bannir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut être vraiment, tu vas sentir que maintenant ça va être flou, ça va être quelque chose, ton regard va être vraiment flouté, ça va être vraiment difficile pour toi de voir. Voilà, il faut l'amener là-dedans, il faut être. Faut faire un peu l'acteur. Voilà. Avec ce levier de main qui monte et qui descend, elle va pouvoir elle-même jouer. Elle va pouvoir se confronter à l'image de la peur, de tout ça, simplement, et si ça lui fait trop peur, c'est flou, si elle a envie d'y aller progressivement, elle peut monter. Et moi, j'ai vu des accélérations dans le processus d'exposition progressive avec ça. C'est-à-dire que la personne était en face de mon ordinateur, elle regardait la photo d'araignée, c'était complètement flou, et je la voyais elle-même tout doucement se confronter à ça. Tout doucement. Et je lui dis, si vous avez besoin de replonger dans autre chose, vous me le dites. Ok. Et souvent, elle me demandait presque plus après. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait même plus besoin d'aller chercher l'ancrage, elle était là en train de tester. Tiens, je vais me confronter à ça, chose qu'elle pourrait faire elle-même sans l'hypnose, mais là avec l'hypnose, c'est quelque chose qui est. Et on voit la personne, ça peut durer plusieurs minutes, qui est avec sa main, qui monte et qui descend, et elle est en train de regarder le déclencheur comme ça, et elle fait son appoint elle-même. Le fait qu'elle qu'elle fasse ça avec un minimum d'aide, qu'elle soit autonome pour affronter ça, je pense que à l'intérieur, ça doit faire des. Ça doit être très, très, très. Parce que imaginez, elle est en train toute seule de se confronter à ça. Je suis pas là pour l'aider réellement. Et je peux même lui dire, vous savez, si vraiment vous sentez que la peur devient trop forte à un moment, quand vous commencez à déflouter ce truc, faites votre ancrage vous-même. Appuyez ici, prenez une grande inspiration. Bien sûr, je suis là pour guider. Hein. Vous voyez comme l'idée d'autonomie, elle est apparue d'un coup. On peut faire quelque chose de très assisté, ça dépend des personnes, et juste travailler avec l'ancrage et oublier cette hallucination. Mais si vous arrivez à installer ça, je peux vous dire que la phobie de la personne, elle prend un grand coup sur la tête hein, quand même. Alors, je voulais passer aussi sur le fait que... Ça, c'est clair pour vous? Ça vous paraît difficile à faire ou ça vous paraît... Jérémy, je peux poser une question, s'il Bien te sûr, plaît? bien sûr. C'est quand même, je pense que c'est beaucoup mieux que la double dissociation parce que là, effectivement, comme tu le dis, la personne, elle reste maître et donc elle n'a pas peur de ce qu'on va lui faire parce qu'elle sait qu'elle peut contrôler parce qu'on a posé dès le début, justement, ce lieu ressource, ce lieu où elle est bien, ce moyen d'y accéder avec cet ancrage qui est facile. Et je pense qu'effectivement, c'est moins dangereux que la. Parce que tout à l'heure, il y a une question qui est passée sur la double dissociation et je pense que c'est moins dangereux que la double dissoce parce qu'on ne sait pas ce que les gens ont vécu justement avec ce traumatisme. Donc, je pense que c'est mieux, effectivement, tu as raison, de les laisser eux-mêmes gérer avec nous comme intermédiaires. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, je pense que ce qui est intéressant dans cette manière de faire, et ça marchera pas à tous les coups, hein, je vous le dis, c'est des choses, des fois, les gens auront besoin de beaucoup d'assistance, mais par contre, si on arrive à leur donner toute cette autonomie, ils sont en train de se soigner eux-mêmes. On est presque dans les idées des trucs de Puységur qui datent de 1800 aidés, hein, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est que vraiment la personne est en autonomie, et elle est en train de fighter sa phobie comme ça. Alors, il y a des moments où la phobie, vous n'aurez pas accès si facilement. Vous allez demander à la personne de regarder, par exemple, une photo de chien ou d'imaginer un chien sous hypnose. Ils vont vous dire, ouais, mais j'ai pas peur, ça me fait pas tellement peur. Je sais pas si vous avez déjà eu des choses comme ça. Et ben dans ce cas, vous travaillez votre ancrage positif et dans la rue. Moi, c'est ce que je fais. Je descends dans la rue avec mon client. Il y a une vidéo que j'ai faite. J'avais pas encore une bonne caméra, donc je vais en refaire. Mais je suis descendu dans la rue avec ma cliente et on est allé voir le petit chien, hein, tout simplement en laisse. Dans l'idée de la progression, bah là, il y a un petit chien. Tu le vois, il est là-bas en laisse. On va essayer de l'approcher. Non, je peux pas. Ancrage positif. Ok.
on va s'approcher. Alors là, faites gaffe, hein, parce que quelquefois, l'ancrage positif est tellement fort. Moi, une fois, je suis passé avec une cliente comme ça, et il y avait un gros berger allemand dans une voiture avec la fenêtre entrouverte, et elle dit, oh, mais il y a un chien là aussi. Elle était prête à mettre sa main. Ça peut être impressionnant sous hypnose, le truc. La phobie qui tombe comme ça. Euh, et on y va progressivement. Donc là, vous pourrez voir la vidéo, je vous la mettrai en lien si vous voulez, mais on voit la jeune fille qui caresse des petits chiens, et c'était la première fois qu'elle faisait ça depuis toujours. Elle me dit, mais et elle caressait les petits chiens dans la rue. Je la revois, je crois, samedi, et samedi, j'amène mon chien à moi, qui est un border qui dépote, qui va très vite, parce que souvent, les peurs des chiens, par exemple, c'est la peur du mouvement rapide, hein, qui est beaucoup plus... qui est vraiment à la source de ça. Euh, donc... Donc voilà, c'est ça. Et n'hésitez pas à aller chercher cette peur-là. Une peur de prendre l'ascenseur, et ben allez, il y a sûrement un truc à côté. Il faut aller au bout de la confrontation, je pense. C'est bien. Vous savez, c'est ce que je pense souvent. On a quand même un cadre de travail qui est un peu biscornu en hypnose parce que n'importe qui peut ouvrir un cabinet du jour au lendemain. Hein, c'est un peu bizarre ça. Mais par contre, ça nous laisse aussi un champ de travail qui est assez large et assez libre. Donc c'est cool aussi de profiter de toutes ces choses-là. De se dire bon bah voilà, je suis pas tenu à tel protocole, telle chose, voilà, on n'a pas d'uniforme, on n'a pas de choses. Il faut amener un peu de qui on est là-dedans. C'est ce que j'ai essayé de mettre un peu dans les articles qui parlaient de plaisanter avec les clients, ces choses-là. Voilà, faire ça. Oui, Pascal? Ouais, c'est intéressant. Autant, tu vois, pour moi, c'est très clair l'histoire d'une peur d'araignée et de chien. Mais d'un seul coup, tu m'as troublé parce que tu parles, par exemple, de peur, de phobie d'ascenseur. Hmm. Est-ce que tu ne penses pas que là, dans le cas, par exemple, de cet exemple-là, c'est pas une histoire de visualisation, mais quelque chose de très kinesthésique? Comment, tu m'arrêtes hein, si tu n'es pas d'accord. Non, mais Et là, je me dis, comment on peut, entre guillemets, flouter une sorte de sensation, faire un peu le parallèle à ce que, bah là, à par ce que tu exemple, viens de préciser. la peur de l'ascenseur, tu sais, je vais aller devant l'ascenseur avec la personne. Tu sais, déjà, rien que. Moi, je l'avais fait dans un hôpital qui est pas loin de chez moi. Je suis venu avec la Ouais. personne. Rien que passer la porte de l'hôpital, la personne commençait à trembler. Donc à ce moment-là, on peut déjà ancrer. L'ancrage qu'on a travaillé en cabinet, on le fait. La personne déstresse juste à passer la porte de l'hôpital. Après, on va regarder l'ascenseur de loin. Ok, on y va. Et tu sens que ça relâche, tu peux regarder, tu peux même t'imaginer tout à l'heure, on va aller dans l'ascenseur, tout ça. Progressivement, on y va. Et je suis avec toi, on y va, tu vois. Là, pour le coup, je vais pas travailler avec l'alu, avec des choses comme ça pour l'ascenseur, tu vois, par exemple. Et on y va progressivement, on s'approche. Tu sais, rien que toucher le bouton de l'ascenseur pour des personnes, c'est un truc qui fait peur à fond. C'est quelque chose qui va être qui va être effrayant. Et il faut y aller progressivement. Et bien sûr, pas trop forcer. Si on sent que là, aujourd'hui, dans cette séance, juste toucher le bouton de l'ascenseur, ça a été un truc de dingue, on va pas l'emmener dedans. Tu vois, on fera ça, prenez le temps, c'est votre confort aussi de travail et le confort du client là-dedans. Prenez le temps d'amener progressivement tout ça. Ouais, ça te parle? Oui, oui, merci. Mais voilà, testez. Quelquefois, vous ne trouverez pas la peur dans dans votre cabinet. Moi, je sais qu'à une époque, je me disais, bah ouais, mais là, je suis bloqué, je peux plus travailler. J'arrive pas à toucher vraiment à l'essence de la peur. Peur du vide, là, je vois qu'on écrit pareil. Peur du vide, bah moi, je suis au deuxième étage, mon cabinet, j'amenais les personnes sur le balcon, des choses comme ça. Et si c'était pas suffisant, bah on allait au-dessus. J'ai allé dans les bureaux du dessus, on teste la peur du vide. Après, si vous arrivez à reproduire la peur du vide en hypnose, c'est cool, hein, en hallucinant, en hypnose, comme ça. Mais en même temps, tester dans la vraie vie, bon, c'est aussi à la personne de le faire. Il faut pas trop non plus materner la personne, c'est à elle. Hein. Là, par exemple, la jeune fille avec les chiens, sa mission entre les deux séances, c'était de demander aux gens qu'elle va croiser dans la rue le plus possible d'aller caresser les chiens elle-même. Sinon, il risque d'avoir une sorte de dépendance au thérapeute. Il faut toujours qu'il soit là pour que j'affronte ma peur. Non. Vous voyez? Euh, donc, euh, donc moi je lui ai donné comme consigne, bah, tu vas caresser des chiens tout le temps dans la rue. Dès que tu peux, tu demandes aux gens, et elle l'a fait. Et elle l'a fait. Imaginez la phobie, comme elle commence bah, être plus crédible hein, dans la tête du client. Après, voilà, c'est des chiens. La prochaine étape, c'est les chiens sans laisse, qui se baladent librement et bien réagir par rapport à ça. Il ne faut pas non plus négliger que, oui, un petit chien, ok, maintenant c'est ok pour elle, et un chien sans laisse, eh ben, c'est une autre histoire hein, pour tout le monde en vrai. Et dans l'entretien, toujours redire au client que
c'est des vraies peurs que tout le monde a. C'est juste le niveau là qui est trop haut. Mais que son corps, son esprit, il réagit bien en réalité, hein. Elle se réagit trop bien. Si vous dites ça au client, elle va commencer à avoir moins honte de sa peur. Souvent, ils arrivent en cabinet avec une honte. J'ai peur des chiens, je suis débile. Voilà, ça c'est un peu le jugement qu'on va avoir derrière. Donc lui dire non, non, vous réagissez trop bien. Maintenant, c'est notre travail de réajuster ça, parce que là, ça vous gêne dans votre vie. Mais sinon, c'est une vraie peur. On peut parler des peurs fondamentales, physiologiques, vraiment. C'est toujours des vraies peurs par rapport à ça. Euh, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous paraît trop compliqué, par exemple, de mettre en place l'hallucination visuelle? Non, je pense pas parce que c'est un peu comme quand on leur propose d'être dans une salle de cinéma et de commencer à voir l'objet de leur peur sur un écran. Donc, je pense que c'est à peu près pareil, ce qui fait que je pense que c'est plus confortable parce qu'il y a moins de contraintes. Oui, 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 c'est ça. Non, non, mais vraiment, c'est beaucoup plus basique que même faire toute la démarche de double dissociation avec le cinéma, tout ça. Moi, perso, je le fais pas, le cinéma, tout ça. C'est plus compliqué. Parce que j'imagine qu'on me le fasse à moi. Tu vas t'imaginer dans un cinéma, ça me demande déjà beaucoup d'efforts. Et tu vas imaginer que maintenant, tu sors une partie de toi, enfin, il y a une partie qui reste. Waouh! Je suis vite perdu, moi, avec tout ça, si on me le fait en hypnose. Je pars toujours de ce principe-là. Donc, j'essaie d'aller vraiment au plus simple, vraiment des choses vérifiables tout de suite que je vois chez mon client. Bien sûr, ça peut marcher, hein, toutes ces choses-là, mais je les ai un peu abandonnées, même complètement, pour les faire de manière plus basique, qui me correspondent à moi et aux clients que j'ai devant moi. Alors, il y a un cas, par contre, où effectivement, ça peut être un peu délicat. Je crois il y a quelqu'un qui en a déjà parlé. C'est dans la peur de l'avion. Ouais, Quelqu'un qui a une peur de l'avion, évidemment, ça va être compliqué de l'emmener sur un aéroport. Mais ça encore, quand il a déjà pris l'avion et qu'il a vécu sa peur, moi, je pense que c'est. Enfin, bon, moi, j'y arrive. Par contre, là où j'ai un problème, c'est quand quelqu'un a une peur irraisonnée de l'avion et qu'il n'a jamais pris l'avion. ouais, ouais, ouais. Comment faire pour lui faire imaginer justement cette peur, comment le confronter avec cette peur qui n'est que fictive pour lui, qu'il a Ouais. inventée. Bah, là, je pense qu'on n'est plus vraiment dans le même cadre des peurs déclencheurs uniques. C'est essayer de chercher autrement qu'est-ce qui peut déclencher cette peur de quelque chose qui a jamais vraiment vécu. C'est ça qui est troublant là. Une personne qui a peur des araignées, on sait qu'à un moment, il y a dû avoir un truc où elle a eu peur comme ça. Des abeilles, elle a dû se faire piquer. Je sais que ma fille avait déclenché une peur des abeilles à un moment, et donc des insectes en général. Elle s'était fait piquer dans son siège bébé, dans le dos, et si je lui en parle, elle s'en rappelle plus. Mais moi, je m'en souviens. Et ça sert à rien d'aller rechercher ça pour travailler, vous voyez. Mais elle l'a vécu. C'est quelque chose qu'elle a vécu qui lui a fait peur. Quelquefois, la peur, pareil, peut se transformer un peu à ce niveau-là. Ça peut switcher un peu du vrai déclencheur de base pour passer sur autre chose. Ça peut arriver. Mais l'avion, je pense qu'il faudrait faire une visio complète, une autre, pour discuter de tout ça. Ça pourrait être intéressant aussi. Il y a une autre manière un autre tuyau, et ça, je le développerai pareil, c'est de travailler avec l'amnésie pour tout ça. Travailler avec l'amnésie, et de la même manière qu'en street, je vous montrerai dans une autre vidéo comment on fait vraiment, et c'est très simple. Vous savez, quand on travaille en street et qu'on enlève un chiffre, par exemple, ou le nom de la personne, le prénom de la personne, et ben, se servir du même outil pour faire oublier la peur de la personne. Ça semble fou, mais ça fonctionne du tonnerre. Je vous mettrai des vidéos pareilles que j'ai faites en cabinet, où je le fais, des gens, écoute, t'as peur des chiens, je vais la prendre, et dis-moi comment tu réagis maintenant. Ah ben ça va, non. Et c'est dingue, c'est juste dingue ce que le cerveau peut faire, et c'est hyper direct. Euh, c'est hyper direct. Et j'avais vu, enfin, on m'a parlé de ça il y a pas longtemps, que c'est Mesmer, pas le vieux, hein, le québécois, qui faisait ça avec des peurs du vide. Il y avait une émission de télé comme ça où il confrontait quelqu'un à la peur du vide. On m'a parlé de ça, je l'ai pas vu, je sais pas si quelqu'un l'a vu ici. Mais voilà, il enlevait la peur du vide, l'amnésie de la peur du vide, et la personne se jetait en saut élastique, un truc comme ça. Donc voilà, c'est. Alors, ça, je suis d'accord, c'est bien, mais d'un autre côté, moi, ça me fait un peu peur parce que je trouve que de tout enlever, est-ce que ça ne peut pas mettre éventuellement la personne à risque? Bien Est-ce qu'on sûr, ne peut pas la mettre en danger?
Bah oui, 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 que ce soit pour les abeilles, que pour tout, il faut réajuster. C'est une question de l'aider à confronter et après faire le travail de réajustement. Ça veut dire qu'une peur des abeilles, elle est saine. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est sain, cette chose-là. Si on enlève complètement, bah, la personne peut faire n'importe quoi. Moi, j'ai pas peur des abeilles. Par contre, si je suis dehors, chez moi, sur mon salon de jardin, qu'il y a une guêpe ou une abeille qui vient se poser sur ma main, ça va pas me faire peur. Je vais la voir, bien sûr, mon cerveau va, va focaliser dessus, elle va se poser, elle va repartir. C'est quelque chose qui me fait pas peur. Je sais que ça fait peur à d'autres personnes. Par contre, s'il y en a deux, trois, quatre qui viennent se poser sur moi, oh, il commence à se passer quelque chose. Voilà, c'est que je suis près d'une source et qu'elle vienne me dire dégage. Donc, vous voyez, il y a ce truc-là où vraiment il faut, dès l'entretien, dire que la peur est saine, qu'on va juste la descendre, réajuster, parce qu'elle est utile. Parce que vraiment, cette peur des guêpes, elle est utile. Là, elle est dans l'excès. Mais redescendre pour avoir quelque chose de confortable, pour pas partir en courant, tout simplement, quand il y a une abeille ou une guêpe, ça, c'est intéressant. Par contre, ne plus avoir peur du tout, c'est une erreur. Il faut cette peur. Donc voilà. C'est Et pour si... ça que moi, Oui, j'aime bien poser un curseur en demandant, votre peur, elle va entre 0 et 10, elle est à combien? ouais. Et est-ce que ça vous irait, par exemple, si on la baissait jusqu'à 2 ou jusqu'à 1, mais pas au-delà, je laisse quand même un 1 ou un 2 parce qu'on ne sait jamais quand même. Quelqu'un qui a peur du vide, si on lui enlève toute sa peur du vide, ça peut être très risqué. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, je pense qu'elle resterait là quand même. La peur du vide, elle est tellement, tellement ancrée en nous que on pourrait pas l'enlever. Mais tu as raison, mettre des trucs. Et en même temps, ça conforte le client dans l'idée de... Il est pas fou, c'est pas une honte, c'est pas ça. Sa peur, elle est utile, elle est là pour ça, tu vois. Donc on va la réduire parce que vraiment, là, on sait pas pourquoi elle est montée à un moment dans l'excès comme ça, mais on va la réduire et elle est utile. En fait, c'est une bonne réaction. C'est une réaction saine, mais là, dans l'excès. C'est vraiment l'idée qu'il faut faire entendre. D'accord. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, comment réajuster quand on fait une amnésie? Bah, alors, l'amnésie, j'essaierai vraiment pour vous montrer comment faire. On en parlera dans une prochaine visio. Pas celle dans 15 jours, celle d'après, si vous voulez, si ça vous intéresse, pour vraiment que je vous montre comment faire tout ça. Mais pareil, c'est assez simple. L'amnésie, c'est pas. Quand je dis travailler avec l'amnésie, on va pas avoir d'amnésie. Quand vous travaillez en street avec une personne que vous lui enlevez son prénom, vous pouvez la laisser partir sans son prénom, elle le retrouvera. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être une amnésie complète. C'est pas une amnésie en réalité. C'est juste la sensation d'avoir oublié quelque chose. Je sais pas si la nuance est claire pour vous, mais c'est juste la sensation qu'on rappelle à la personne. Là, c'est ce truc où tu sais, c'était un moment comme ça où tu te rappelais plus tel truc, tu te rappelais plus de ton numéro de carte bleue, je crois que c'est rare ça. Mais voilà, il y a une sensation. C'est une sensation qu'on va essayer de ramener. Donc après, ça va revenir. L'avantage de l'amnésie dans ce travail-là, c'est de pouvoir dire au cerveau, ok, là, ta peur, je l'ai complètement enlevée. Et moi, je me promène avec des gens avec la peur dans ma main, hein. J'ai la peur de la personne dans la main et je vais la confronter au chien. Elle va pouvoir caresser les chiens ou toucher une abeille ou toucher une araignée dans une petite boîte. Voilà. C'est que son cerveau enregistre que c'est possible. La personne vient vous voir avec l'idée que c'est pas possible. Elle pourra pas faire ça. Imaginez-vous lui montrer une vidéo où elle est en train de prendre une araignée sur sa main à la personne. Même si elle s'en rappelle pas après, vous lui montrez la vidéo, ça fait tomber plein de trucs. Vous savez, la jeune fille que j'ai emmenée caresser les chiens dans la rue, elle m'a demandé la vidéo. Elle m'a dit, mais j'ai besoin de la voir. J'ai besoin de voir que j'ai bien fait ça parce que j'ai presque l'impression que c'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment lui montrer, et en vrai, c'est possible. On part de quelque chose qui est impossible. Le client incarne presque la peur de ce qu'elle a. C'est vraiment, elle se dit, je suis ça. Ben non, en fait, non, parce que regarde, juste avec un petit tour de passe-passe, tu ne l'es plus. Donc, imagine, on va pouvoir combattre ça facilement. Et oui, et l'amnésie seule suffit pas à ça. C'est la confrontation qui va faire le travail, parce qu'après, on remet la peur. L'idée de prendre ça et de dire, je mets à la poubelle, non. Ça, pour n'importe quoi, on sait que c'est pas sain. Donc vraiment lui amener. Ouais, il y avait encore une Bonjour question. Jérémy. Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Jordan. Par rapport à l'hémétophobie, est-ce que tu utilises aussi l'amnésie? Ah, je sais pas ce que c'est. Tu vas me le dire. L'hémétophobie, c'est la peur de vomir ou la vue du vomi. Ouais, oui, oui. Alors,
Là, je t'avoue que pour les cas que j'ai déjà eus, je travaille un peu autrement parce que je me suis toujours aperçu que pour ça, il y avait une source. Par contre, on n'est plus dans la phobie à déclencheur unique. C'est qu'il y a eu un moment, il y a quelque chose d'un peu plus complexe à ce niveau-là. Pareil, je peux faire un truc où j'explique, ou décrypter une séance en écrit que je posterai sur mon groupe, où j'ai des séances où j'ai travaillé là-dessus. Et on va plus aller chercher dans les souvenirs, là, pour le coup. En tout cas, toutes les Ouais. séances que j'ai eues comme ça, je suis plus allé chercher ça que dans... Il y a une idée qui se met en place avant, il y a déjà plein de choses. Je pense que c'est encore quelque chose de différent. Ouais. Voilà. Merci. Et voilà, n'hésitez pas s'il y a vraiment des sujets qui vous intéressent sur des sujets comme ça, la peur de vomir, la peur de. N'hésitez pas à poster sur le groupe dans la tête d'un praticien ce que vous avez envie de faire. Je pourrais mettre des sondages si vous voulez, et si je peux y répondre, bien sûr. Hein, j'ai pas réponse à tout, mais si j'ai déjà eu plusieurs séances qui me confortent dans l'idée que ce que j'ai utilisé marche, eh ben, ça peut être vraiment une idée. Voilà. C'est OK? Bon, on est arrivé au bout de la visio. Donc, pour tous les nouveaux qui avaient, le but, c'est de tester en cabinet. Amusez-vous, testez. Prenez du temps toujours pour tester. Ça fait partie aussi de notre job. Hein, tester des nouveaux outils à chaque fois. Tester. Et puis, si vous revenez dans 15 jours avec un retour, eh ben, c'est génial. On peut débriefer dessus et passer au sujet suivant. Voilà. Et comme ça, je pense qu'on avance tous ensemble sur ce patchwork. Hein. C'était l'idée, on en parlait tout à l'heure, de patchwork avec plein d'outils, plein de trucs à utiliser et être le moins possible dans des moments où on se dit waouh, je sais plus quoi faire. Jérémy, je suis désolée, mais j'arrive pas à trouver tes replays. Alors, écoute, sur ma page, Alors, alors, je... où tu tapes mon nom dans YouTube et tu vas trouver, c'est là où je les poste, les replays, ou tu vas Ouais. sur mon site internet, donc celui que j'ai partagé sur mes profils Facebook il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai mis en route cette semaine, mon nouveau site, qui est vraiment plus pour les praticiens que pour les clients. Ok. Voilà, et là tu trouveras tous les articles, tout ça. D'accord? Et sinon, Alors, ton nouveau site, il s'appelle comment? collierjérémy.fr. Original, hein. D'accord, merci. Et, Merci. voilà. Donc, Merci. il y a les liens pour les Merci, Jérémy. pour les formations, pour toutes ces choses-là. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, des choses sur le groupe, pareil, n'hésitez pas. On commence à être beaucoup, donc ça fait beaucoup de personnes qui peuvent réfléchir au même problème et c'est sympa ça. Et je pense que par rapport à d'autres groupes d'hypnose où on peut se faire aligner vite fait, c'est assez cool, sympa. En tout cas, je veille à ce que ça le soit. Voilà. Jérémy, Oui, vas-y. coucou. Coucou. J'ai juste une Ah, salut question par Rosa, je t'avais pas rapport. reconnu. Ouais, c'est moi. Tu sais, quand tu dis qu'il faut réajuster au fait la peur, Oui. par rapport au dentiste, parce que moi aussi j'ai eu cette phobie, donc j'ai accompagné quelqu'un pour l'ôter. J'ai laissé, comme a dit Valérie, un niveau 2, mais je connais le dentiste, donc j'ai confiance en ce dentiste. Donc comment faire en fait pour laisser cette peur qu'elle soit saine au fait? Alors, ouais, c'est un peu comme tout à l'heure, j'ai envie de te dire, là, on n'est plus vraiment dans du déclencheur unique. On n'est plus dans un truc qui te fait jumper le dentiste. C'est quelque chose où ça turbine pas mal dans le cerveau. Tu sais, il va y avoir plein de choses. Donc, je pense que ça serait bien d'aborder vraiment les autres Pas styles de de problème. Ouais, dans une autre visio, parce que là, sinon, on va reprendre plus de temps. Essayer de me tenir à 1 heure pour que les replays soient digestes. Donc voilà, tu vois, mais c'est super intéressant. Je vois, de toute façon, il faut répondre aux questions. Mais le dentiste, on est dans autre chose. Et Voilà. dans l'avion aussi. Pas toujours dans l'avion. L'avion, il y a un peu c'est un peu le cul entre deux chaises, mais oui, ça, on est un peu dans ce truc-là. On a Tu es l'avion. obligé de faire gaffe et de quand même savoir d'où vient vraiment la peur pour dire Explorer un peu finalement plus. que Explorer un peu plus, parce que souvent, on se rend compte que c'est des choses qui font tache d'huile. Euh, Autour de cette peur, il y a beaucoup d'autres choses qui sont là. Ok. Ça marche? Merci Marche. beaucoup. Bon, merci beaucoup à tout le monde. C'est sympa, on est de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas. Si vous voulez les partager, en plus les replays, n'hésitez pas, c'est fait pour.
Voilà. Et je vous laisse aller voir tout ça. Merci. Merci Jérémy. Allez, merci à vous. Merci.